préparation du Vendée Globe, le point de départ, c'est l'envie. Il faut que ça vienne des tripes. Et puis après, on découle la recherche d'un partenaire. Donc ça a démarré dès 2012 avec Keguiner. On s'est rencontrés, on a gagné les solitaires du Figaro. L'idée a germé de se dire, après les victoires du Figaro, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une complicité qui s'est créée avec Claude. Et puis une fois qu'on a décidé d'y aller, il faut se dire avec qui, parce que c'est un sport qui se prépare en équipe. Donc moi, tout de suite, c'était Erwan. Il fallait qu'Erwan soit à mes côtés. Enzo, ça venait aussi assez naturellement. Et puis voilà, petit à petit, on a créé une équipe, trouvé un bateau. Et puis après, il y a toute cette gestation. 1 an et demi seulement, finalement, au moment où on a le bateau, puis le moment où on est au départ du Vendée Globe. Ça a été très riche, très intense, très chaud en timing, au niveau de l'intensité et du travail fourni pour avoir le bateau dont on rêvait, c'est-à-dire un bateau qui soit à la fois sûr et à la fois relativement performant, quoi. C'était ambitieux pour plusieurs raisons, parce que y avait des grosses modifications sur le bateau. On avait déjà fait les dérives, on avait fait la quille, et puis suite à la Transat Jacques Vabre, on avait une conviction qui était que le système de Safran, il n'allait pas faire le tour. Il n'avait jamais fait un tour, ça n'allait pas le faire. Donc on a décidé de changer en profondeur ce système de Safran. On a été chercher un système éprouvé, et on l'a intégré à notre bateau. Alors ça veut dire complètement découper le tableau arrière, déplacer les bastacles, les câbles qui tirent le mât vers l'arrière. Donc c'était un gros chantier. Ça, j'ai envie de dire, c'est vraiment c'est un chantier qui moi me tenait à cœur, parce que c'était avant tout synonyme de finir le Vendée Globe. Donc, et puis ensuite, c'était aussi un chantier qui touchait à la performance, puisque nos pilotes allaient être moins sollicités, le bateau allait être plus agréable à la barre, plus équilibré. Enfin, ça allait que dans le bon sens. Après, au niveau performance pure, je pense que c'était pas forcément le plus gros gain qu'on ait fait. C'est plus un gain de fiabilité. Après, par contre, Yann, il tenait absolument à ce qu'on modifie les ballasts, à ce qu'on passe en nouvelle jauge ballast. Ça, c'était vraiment un gain de performance. Donc là-dessus, il n'a rien lâché. Donc on a fait ces 2 gros chantiers qui ont vraiment été importants pour nous, puisque on touchait aux éléments essentiels du bateau. Alors, la mise à l'eau au printemps 2016, donc à la suite du gros chantier, on est encore à flux tendu, c'est-à-dire qu'on met le bateau à l'eau, quasiment on le jette parce qu'on se dit qu'on apprendra encore plus de choses à le mettre à l'eau et à le finir à l'eau. Et puis une fois qu'il est à l'eau, une semaine après, 10 jours après, je me rappelle, on charge les sacs, la bouffe, puis il faut traverser l'Atlantique pour partir à New York, faire la New York-Les Sables. Donc on est à flux tendu. On a mis le point sur des petites choses à corriger, notamment sur les dérives. Il fallait vraiment qu'on puisse taper quelque chose sans détruire l'ensemble du bateau. Donc ça, on a vraiment travaillé là-dessus. Et puis la confiance dans le bateau, j'ai envie de dire, on l'a et on ne l'a pas. C'est-à-dire, on a confiance dans notre bateau, parce que c'est notre bébé. Avant qu'Yann en prenne toute la mesure et qu'il soit vraiment, qu'il fasse corps avec lui. Donc on avait confiance, mais on garde toujours dans un coin de notre tête que c'est fragile, qu'ils subissent des choses qui ne sont pas faciles, nos petits bateaux, et qu'il y a des moments où ils ont le droit aussi de dire les gars, allez-y mollo. Notre pratique sportive est devenue un vrai sport. Pour gagner, il faut être au top. Je fais du paddle, je fais du VTT, je fais du surf. Je me suis mis un peu à la planche à voile aussi sur la fin. Voilà, je multiplie les jouets, les activités pour essayer d'avoir une panel de possibilités qui correspondent à toutes les conditions climatiques. L'objectif, il a toujours été le même depuis le début, et c'est ça dont on est le plus fier à la fin de ce projet-là, c'est qu'on a maintenu notre objectif du début jusqu'à la fin, et on l'a tenu, c'est de finir le Vendée Globe avec un bateau fiable, en comptant donc, forcément sur les avaries des autres, il ne faut pas avoir peur de le dire, parce qu'on sait qu'on ne part pas avec le meilleur bateau, mais on se dit qu'un Vendée Globe, pour le réussir, il faut le finir. Et si on le finit correctement, c'est-à-dire dans les premiers bateaux à dérive, un bateau classique, on doit faire une bonne place.
séparation avec les proches, j'ai l'impression que plus je vieillis et plus c'est difficile. Je ne pensais pas que ça serait d'une telle violence. Peut-être que ça s'est pas tant vu que ça, mais dans mon fort intérieur, j'étais comme lui, quoi. J'étais dévasté. Et puis, bon, il y a cette sortie du chenal qui est sympa, qui est énorme, mais qui est aussi violente par l'émotion qu'elle offre. Et puis, il faut basculer en 2 heures en mode course pour partir voilà, en mode course, quoi. Et ça, la bascule, elle est dure. J'étais étonné d'ailleurs que le départ et la ligne de départ soient aussi engagés, si disputés. On est tous partis. Il y a encore eu des rappels individuels, on est tous partis, c'était super chaud, avec les bateaux à moins d'une longueur les uns des autres. On est partis comme des chiens enragés, à couteau tiré comme un pour la forêt, c'est incroyable. Il faut faire gaffe dans ces premiers instants de course et à ne pas lâcher la tête de la course et à ne pas avoir un sous-régime, quoi. Donc c'est assez sympa de partir en mode un peu Figaro. Le départ et l'arrivée étaient un peu dans ces 2 modes-là, navigation à vue, bataille, choix de voile, trajectoire. Donc c'est une partie qui est assez sympa. Joli lever de soleil ce matin. À travers les grains, c'était une nuit pas facile avec pas mal de changements de direction de vent, des gros grains, de la pluie, ce qui nous a pas permis vraiment de progresser beaucoup vers l'objectif, mais bon, ça vaut bien le coup de se faire chier toute une nuit à régler pour avoir la chance de voir ça ce matin. Il y a une rupture pour moi au large du Portugal où je casse mon hook de grand voile. Donc là, j'étais au contact avec Jérémy, avec Gitana, Sébastien Josse et PRB. Et donc, bon, je ne sais pas encore que c'est un peu un tournant parce que voilà, après la flotte va s'étirer par devant, mais je sais que on rate quand même un moment important de la course. Là, ça se tend franchement, puisque une grand voile qui reste en haut, c'est pas bon du tout. Surtout, c'est qu'il y avait du vent fort qui allait arriver, donc il fallait que ça descende. Donc là, c'était un peu, pas panique à bord, mais ce qui est sûr, c'est que ça a été un premier moment difficile. Cette avarie-là, physiquement, elle a été dure parce qu'il a fallu affaler, renvoyer la grand voile. Ça a été énergivore. Il y a eu un aspect psychologique difficile aussi, c'est que Erwan voulait que je monte en tête de mât pour regarder s'il ne manquait pas une petite pièce sur ce hook. L'histoire d'accident il y a 8 ans qui remontait un peu en se disant non, mais je ne veux pas monter en tête de mât, je ne veux pas risquer ma vie, je ne veux pas 2 fois de suite prendre des risques inconsidérés comme ça avait été le cas. Donc je suis dans le dur. Je sens qu'il reprend conscience qu'il joue sa vie, c'est-à-dire que s'il monte là-haut, l'issue elle n'est pas sûre à 100%, qu'il faut faire ça bien. Je sens qu'il y a les vieux démons du passé qui remontent aussi, c'est-à-dire qu'on commence par la mur de Genac, ça rappelle l'accident de 2008. Ensuite on enquille par une petite montée dans le mât. En gros c'est un moment où vraiment il prend la pleine mesure du Vendée Globe et il se dit que attention, on peut jouer avec sa vie sur cette course-là. Et puis bon, voilà, après, les choses sont rentrées dans l'ordre, mais ça a été difficile de rentrer dans la course et de basculer, de se dire ça y est, c'est parti, de toute façon, je vais y aller, je vais le faire. Je me rends compte, oui, que ça part, et puis que ça part par devant, que les moyennes que tiennent les premiers sont intenables pour moi. Donc il y a toute une phase où je bascule, où je me dis, bon, donc là maintenant, c'est acté, je ne le gagnerai pas. Il va falloir passer sur un autre mode, qui est le mode je finis. Donc on arrête, on se dit, pousser le bateau à 110%, c'est terminé, ça ne sert à rien. Faut quand même
maintenir un bon rythme parce qu'il y avait cette espèce de petite trou de souris là, hein, au large du Brésil et qui m'a amené jusqu'au Cap de Bonne-Espérance, qui m'a forcé quand même à tenir un bon rythme et à viser cette petite porte pour faire le break sur ceux de derrière. Mais voilà, je me dis, dans le sud, de toute façon, il faut y aller piano, tranquille, parce qu'il faut s'y arriver. Et puis il y a le début de l'Indien qui arrive avec ses premiers abandons, PRB, Safran, Gitana, ça élague. Donc tu sais que voilà, c'est sûr, c'est maintenant que ça se joue, il faut y aller tranquille. C'est difficile si on s'y prépare pas. Et moi j'ai appris un truc en préparation mentale. Pour préparer une course, il y a le scénario A et il y a le B. Le A, on part pour essayer de gagner, faire un podium, on voit que ça ne se passe pas comme prévu, on bascule vers finir à tout prix et puis se dire que voilà, dans les 5 premiers ou voire proche du podium, c'est faisable. Après sur l'eau, ça reste quand même difficile à faire parce que quand tu vois la dépression se creuser et que sur les fichiers tu la vois et que toi, il n'y a aucun routage qui te fait l'éviter, même en mettant du charbon, bon, il y a quand même un moment donné où il faut réduire, affaler les voiles, ralentir, et puis tu vois les autres partir, donc mentalement il faut le faire. Donc je suis sous 4 riz, c'est-à-dire que j'ai quasiment la grand voile complètement affalée. Et puis entre les grains, je déroule un petit peu de J3 devant. Mais bon, là, on est dans un grain à quasi 50 nœuds. D'ici 24 heures, on va avoir un noyau de mer à plus de 7 mètres à venir sur nous. Donc c'est plus ça qui m'inquiète, parce que je vois déjà quelques déferlantes au loin là-bas. Donc j'essaye de ne pas avancer trop vite pour éviter de prendre ce noyau de mer trop tôt. Dans la deuxième dépression, qui est vraiment la plus grosse, de souvenirs, c'est vraiment celle qui m'a offert le plus de stress, mais en même temps les images les plus belles de ce tour du monde, hein, qui sont la dépression Nouvelle-Zélande, les 60 nœuds, une mer qui tendait à 8-10 mètres, des grains très violents mais d'une beauté magique. À la suite de ça, je retrouve et mon Jean-Pierre Dick et Jean Le Cam. Bon, on s'était déjà retrouvé un petit peu avant. Sur le contournement de cette dépression, moi, je les avais appelés, dire voir un peu voilà, comment tu vois le truc. Jean-Pierre me dit moi je vois le grand tour. Je dis bon écoute comme tu veux. Jean me dit moi j'y vais tranquille de toute façon. Et donc je retrouve Jean. Dans un premier temps, on ne se voit pas, mais je sens sa présence. Et milieu de Pacifique, là, on se voit carrément. Alors on est par 58 sud. Je suis jamais descendu aussi sud que ça. Et normalement, ce sera le point le plus sud qu'on ira chercher. Maintenant, le reste, ce sera plutôt du nord. J'espère que ce sera comme ça, que ça va se passer. Il fait pas chaud, l'eau est à 3,7 degrés. Et Jean est 4005 juste devant là. Je vais essayer de vous le montrer. Ça risque d'être un petit point à l'horizon seulement, mais je pense qu'il est en train de préparer son empannage. On se parle à la VHF, on commence à échanger pas mal parce que c'est vrai que là t'as un peu la parlotte, hein, ça fait déjà 60 jours que t'es en mer, donc tu te dis t'as envie d'échanger. Voilà, c'est génial que je te vois quand même. Là tu voyais un petit point noir et je te vois pour de vrai. Putain, ça c'est top alors. Tu prends conscience que tu vas avoir un peu un fil à la patte, oui, qu'il va falloir tout le temps mettre du charbon parce qu'il y a l'autre qui est présent, quoi. Hein. C'est pas je fais ma belle trajectoire, là c'est tu sens la présence de l'autre. Tu essaies de comprendre ce qui se fait, tu passes un peu en mode figariste. Toi, t'es toujours J2 là? Non, je suis Richer. Grand volote, J3 Richer. Ah oui, c'est un truc que tu mets en haut du
était de J1 et puis Cap-Lâche, quoi. Mais en même temps, tu gagnes en plaisir et puis en intensité parce que voilà, quand il faut ressortir border 3-4 tours de manivelle, t'y vas. Quand il faut changer de voile, t'y vas. Quand l'autre va plus vite, pareil, tu te pousses, tu vas au charbon. Jean Le Cam, je le connais depuis un moment, je connais son style de navigation, je connais son langage, sa façon de naviguer. Quand est-ce qu'il est capable de faire des coups de roublard un peu aussi, d'intox. Donc je connais un peu le personnage, donc il y a tout ça qui va avec. C'est sûr que je me suis pas laissé endormir, quoi, hein, et lui non plus. Ça a été effectivement un moteur pendant toute cette deuxième partie de course et un vrai bonheur. Et rapidement, on a compris aussi que il y avait la bagarre pour cette fameuse place de dérive bateau classique. Dans les 5 premiers, qui pour moi, comme pour je pense Jean et Jean-Pierre, étaient déterminantes. Il y avait pour moi une énorme différence entre 5e et 6e, quoi. Rempli puisque 1, le bateau il a terminé, 2, il a terminé premier des no-foilers et puis 3, on a fait un projet équilibré et financièrement et au sein de l'équipe. Donc oui, pour moi l'objectif est grandement. Ma pensée elle va vraiment à Erwan, parce qu'en plus c'est lui que j'ai eu au téléphone pendant toute la course. Ça a été mon ange gardien. Dès que j'appelais, il y a un problème, il y a une ficelle, il y a un truc qui ne va pas. Il y a tout le temps la solution à mes problèmes. Il connaît le bateau par cœur. Enfin, je savais qu'il avait bossé sur le bateau, je savais qu'il le connaissait, mais il a quand même la double casquette, chef de projet et puis directeur technique. Je ne pensais pas qu'il connaissait le bateau aussi bien que ça, quoi. Et après, toute l'équipe, un énorme merci, parce que c'est vrai que ils ont donné, quoi. Beaucoup. J'ai trouvé qu'on était à la limite de ce qu'on pouvait demander aux hommes comme engagement. Mais bon, ça valait le coup. Et puis, puis un énorme merci, parce que c'est vrai que le bateau était nickel au départ, et je l'ai ramené nickel, quoi. Donc ça veut dire que je l'ai bien utilisé, mais que la façon dont on l'a préparé était pas loin de la perfection.